Noël, bonjour. Rebonjour 2 ans après. 2 ans après, avec une interview précédemment. Absolument. Et alors là, je voulais savoir ce qui avait motivé l'envie, ce qui avait généré l'envie de faire ce film, en fait, dans lequel intervient cette interview. Alors en fait, c'est un film caméra au point, donc j'essaie juste de valoriser les talents de mes amis, essentiellement, puisque ce sont des amis qui participent. Et voilà, c'est tout ce que... En fait, l'envie de mettre en avant... J'ai envie de mettre en avant des talents dont tu es, à la force des choses, que tu es une personne qui cherche, et donc c'est bien, c'est comme ça que je procéderai à ta place, en fait. Voilà. Et alors, je voulais savoir aussi s'il y a un élément autobiographique dans ce film. C'est l'envie de faire partager bien sûr, oui, c'est surtout une vision du monde. Oui, je voulais faire un film qui fasse date. Donc ça reste classique en fait, ça reste à la fois, je dirais, garage rock et technologie associée, mais je veux vraiment faire une belle œuvre, je vois que cette œuvre fasse rêver. Si ton intervention arrivait par exemple au moment du générique de fin, ce serait l'épitaphe que je souhaiterais laisser à la postérité pour ce long métrage qui est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. À une époque où aujourd'hui on est abreuvé d'images de tous les côtés, est-ce que c'est aussi une envie de faire une sorte de tri ou Le trait déjà été fait. Le trait déjà été fait. Le trait déjà été fait. Daniel qui est en train de filmer ce cours à l'intérieur du film, ce sont des petits cours en fait qui sont présentés un petit peu comme des promotions personnelles ou collectives, fait partie, comme toi, d'un mouvement, et je voudrais rendre hommage à cette lancée, si tu veux. Vous Daniel Eton, vous n'avez pas connu l'homme qui a marché sur la Lune, parce que vous êtes arrivé un petit peu après, mais je pense que des gens qui m'apprécient peut-être pour, je sais pas, ma ténacité, mon opiniâtreté, mon engouement pour des styles et des choses qui me passionnent, comprennent que c'est vraiment quelque chose de très sensible, si il n'y a pas de règles du jeu qui voudrait dire qu'on fait ceci ou cela parce qu'il y a un script, ceci ou cela parce que quelqu'un l'a écrit, que quelqu'un représente plus que les autres l'idée du film. Non, c'est vraiment des tranches de vie comme Lousier aurait pu les faire, simplement intervient peut-être des expériences personnelles comme Hollywood ou comme la musique ou la peinture ou les vernissages, tous les rassemblements. Et alors justement, j'aurais aimé savoir quels sont les réalisateurs qui t'ont éventuellement influencé Oula, il y a surtout, ce sont plutôt des films que j'ai aimés. Par exemple, j'ai beaucoup aimé Georgel Arthur Penn, que tu as peut-être vu. Au moment où il y a une fête dans un loft à New York. Et en fait, dans ce film, les deux protagonistes, un garçon et une fille, se cherchent et se perdent dans l'Amérique des années 60. L'Amérique post-beat, peut-être, à la limite, pour toi qui fait des classements. Donc, il y a une fête et l'hôte a une caméra vidéo qui diffuse en même temps que la fête se passe sur des écrans de télévision. Et il va voir toutes les personnes de la soirée en disant pourquoi êtes-vous là, pourquoi êtes-vous là. Et les gens répondent en fait à la question que pose l'autre. Et il y a un suicide. Il y avait une voiture qui est donc dans ce loft placé au 10e étage d'un immeuble new-yorkais. Il y a une fille qui allume le moteur et qui défonce la fenêtre, qui se tue dans la cour avec la voiture.
Et j'ai vécu cette même expérience sans tenter de me suicider en particulier à New York avec des motos. Et personne n'allumait les motos, mais les motos étaient présentes. Donc ce sont des petits détails qui, pour les gens qui ont une culture approximativement homologuée, qui font le film. Je pense que tu me demandes quels sont les metteurs en scène qui me sont influencés. Il y avait donc Arthur Penn, là j'aime beaucoup aussi Robert Altman, mais qui est, je crois, parti il y a quelques années, pour certaines de ses réalisations comme Shortcuts par exemple. Et chez les Français, j'adore toute la génération des années 30, 40, Renoir, Duvivier avec Gabin, peut-être plus pour le côté coquet des tenues, si tu veux. Mais c'est un agrégat, tu vois. J'ai pas du tout la prétention de créer quelque chose. La création, c'est vous qui la faites, en ce moment, à l'instant. Parce que vous êtes présent, mais ce que je porte comme tribu, c'est des années de préparation, surtout. Tu veux dire qu'en fait le film, fait des années que tu prépares? Le film, je l'ai dans ma tête depuis longtemps, bien sûr. Et en même temps, je crois quand même que ça procède d'une évolution automatique. C'est comme le bande dessinée, c'est pareil. Quand je faisais mes bandes dessinées, c'est ce que je mettais un peu moins de temps à m'en occuper. Les images venaient les unes après les autres comme un scénario. Mais c'était planifié dès le départ. Donc c'est allé très vite. J'ai attendu 20 ans pour avoir droit à mon PC et pouvoir le faire de moi-même. Alors justement, on parlait de bande dessinée et je vais sauter du coq à l'âne, mais la question, il m'intéresse de poser cette question, c'est que penses-tu de l'adaptation de ce qu'on a pu voir sans avoir vu le film, mais du rendu de Tintin en 3D? Alors j'ai vu... Tintin est racheté par Spielberg et adapté par Spielberg. J'ai vu ça. J'ai pas vu le film encore, j'irai le voir. Quelle était la réaction par rapport aux images qui étaient... J'étais enchanté par l'idée J'ai toujours été enchanté par l'idée que des réalisateurs californiens puissent s'intéresser à la culture française. Belge, en l'occurrence. Belge, oui, bien sûr. Franco-belge. Donc ça m'a toujours motivé. Vraiment. Et c'est ce que toi-même... J'ai repris Tintin. J'avais fait du Tintin. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Et il y avait une influence de la ligne claire aussi, dans ce qu'on appelait la ligne claire, à l'ARG, ce qu'on appelait la ligne claire dans les années 80, tu sais que avec Serge Clair, Yves Chaland et son travail. La bande dessinée que j'ai fait avec Auguste Darnel, qui est dans le film également, que tu vas rencontrer toi en séquence plus tard dans le film. J'espère. Et que tu pourras sans doute filmer si se prête au jeu. Avait demandé à Serge Clair de faire la bande dessinée qu'en fait j'ai fait. Il avait d'abord demandé à Serge Clair qui demandait un chiffre exorbitant pour travailler. Moi c'était plutôt un lancement, donc c'était plus facile. Je n'ai pas dit que j'avais moins de talent, j'espère que je vais entendre Serge Clair d'autres choses, mais en tout cas il s'avère que... L'opportunité, c'est fait. J'aime bien le fil perfect, est une de mes références. Et justement, est-ce que tu te rendais compte à l'époque que ton travail était sous le chapeau de la ligne claire, puisque c'était à l'époque? Oui, bien sûr. Tu es conscient de ça ou c'était juste par hasard? Non, c'est pas par hasard. Ma petite amie, tu sais que j'ai toujours eu des... C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'en suis arrivé à faire des films aujourd'hui. Donc c'est un bon côté, mais le mauvais côté, c'est que je suis assez malmené par mon entourage pour pouvoir rester original, si tu veux, ou faire ce que j'ai envie de faire. Donc je sais que ma petite amie de mes 18 ans, donc c'était à l'époque de Serge Clair dans Rock'n'Fall, était une fan de Serge Clair. Donc j'ai été copiste malgré moi, puisque je lui montrais que je savais dessiner et peindre, donc j'ai reproduit un Serge Clair sur le mur de sa chambre à l'époque. Elle s'appelait Anisette, cette amie. Donc j'ai reproduit un fil perfect avec son pantalon Zoutsu que reprennent les pastas de Serge. D'ailleurs, en parlant de Zoutsu, on revient à Darnel et Kid Créole. Ouais. Et justement, il y avait cette fête, cette soirée pour le lancement de Sex Machine, émission de Dionnet et Manœuvre, où j'ai pu revoir Kid Créole, Auguste. Ouais. Et
donc quelque part c'était les mêmes années, hein, les années 80, donc les années de Metal Hurlant, Sex Machine et donc des bandes dessinées. Quelque part, est-ce que tu avais l'impression qu'un cycle était de retour, ou que la boucle était bouclée, comme on dit? La boucle, non, pas de retour, pas de boucle bouclée, parce qu'en fait, il est sur une trajectoire, comme nous tous. Et donc, il faut voir que la génération d'Auguste, qui pourrait être nos parents biologiques, en fait, à défaut d'être des parents de cœur, si tu veux, s'aperçoivent que nous avons le pouvoir aujourd'hui. Les personnes qui ont entre 40 et 25 ans, 25 ans et 40, entre 25 et 40 ans, c'est plus juste, sont les gens qui font tourner le monde. Et donc, je crois quand même que cette réalité s'impose à la vue même d'idoles comme celle que Manœuvre a interviewée tout au long de sa carrière, dont on avait parlé tout à l'heure brièvement. Et donc je crois qu'effectivement aujourd'hui, Kid Creole, qui est toujours finalement une icône, parce qu'il a quand même des millions de spectateurs, ne passe pas à côté d'une expérience comme ça que nous avons tenté de faire avec ce film. Alors, une dernière question, est-ce que tu penses que Kid Creole, Auguste de Darnel, a signé un pacte faustien pour ne pas vieillir? Parce que c'est la première chose qui m'a sauté à l'esprit quand je l'ai vu. Je me suis dit, mais j'ai l'impression de voir le même que j'ai pu voir dans les vidéos. Auguste ne boit pas, ne fume pas, ne se drogue pas. Il y a une hygiène de vie. Il fait du sport. C'est un homme parfait. Finalement, c'est la musique qui sert de son exutoire. Son adrénaline, ce sont les femmes, les coconuts, il le dit lui-même, c'est son moteur en fait. Et ça a l'air de bien réussir, puisqu'effectivement, entre 1983 et 2011 et bientôt 2012, il n'a absolument pas changé. Une semaine s'est passée, mais c'est tout. Mais il s'est bonifié quand même, il est devenu beaucoup plus humain. Humainement, peut-être que si à l'époque il était dans l'œil du cyclone et c'est une grande star, peut-être qu'aujourd'hui il a réussi à prendre du recul par rapport à ça. Peut-être qu'il a eu le syndrome de la grosse tête, c'est un peu vulgairement qui est passé aujourd'hui. Il en a parlé. Il a dit très explicitement qu'à l'époque l'argent et les femmes prenaient la tête. Ils m'ont pris la tête, et puis c'était donc qu'il est revenu, et puis sur Terre, à considération plus... J'imagine qu'il s'est rendu compte qu'il était humain avant tout, comme nous tous. Même s'il porte une cravate avec un cheval de Troie sur un backup scream, que je prononce très mal en anglais. C'est qui est son dernier album que on conseille tous d'aller acheter, écouter. Et surtout d'acheter, parce qu'aujourd'hui, l'industrie musicale est normale, il faut soutenir son travail. C'est vrai. Voilà, mais écoute, je te remercie. J'espère voir Auguste autrement que sur scène, mais tu m'as demandé de le voir depuis très longtemps. Tu vois, on s'approche petit du décompte, le countdown, comme on dit en anglais. Puisque tu as participé toi-même brillamment à la soirée du VIP Room au Emily. Donc tu sais que ça va se faire de toute façon. Et je pense que tes idoles beat ou post-beat, parce que tu es un connaisseur, tu les retrouveras certainement, et si tu ne les retrouves pas physiquement, le rêve existe toujours. Donc, en fait, on pourra dire pour clore que le phénomène faut poursuivre ses rêves, il faut toujours avoir l'énergie de poursuivre ses rêves, c'est un petit peu ce qu'on peut retenir de l'entretien. Absolument. Très bien, moi je te remercie, je te dis à très bientôt. À très bientôt.